Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 31 août 2021, au sommaire ce soir. La direction des alpages du Salève pour débuter cette édition. Ce mardi matin, plusieurs conseillers départementaux de Haute-Savoie sont allés apporter leur soutien aux acteurs du monde agricole qui doivent faire face à de plus en plus de problématiques. Et alors que les Français brillent actuellement lors des Jeux paralympiques de Tokyo, leurs homologues des disciplines d'hiver, eux, entament leur préparation pour Pékin 2022. Une partie des membres de l'équipe de France de paraski alpin s'est entraînée sur une piste artificielle à Passy. Reportage dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, à 2 jours de la rentrée des classes cette fois, la municipalité de Chambéry a présenté ce lundi les derniers travaux de végétalisation des 6 écoles de la ville. Cela concerne 34 classes et 664 élèves. Le but de cette opération est clair, rendre beaucoup plus vertes les cours d'école autrefois bétonisées. Le coût de cette opération, financé en partie par le dispositif France Relance, s'élève à plus de 950 000 €. Ce programme continuera en 2022 avec 6 nouvelles écoles. On écoute à ce sujet Thierry Repentin, le maire de Chambéry, au micro de Lucas Ruche. Nous sommes sur le lancement d'un grand plan qui va se dérouler sur la totalité du mandat municipal et qui vise à reconquérir l'ensemble des cours d'école en les transformant totalement. Jusqu'à maintenant, nous avions des cours d'école bituminés ou avec du béton, puisque aujourd'hui, avant travaux, 90% des cours d'école sont faits sur ce mode. À l'issue de ces travaux, cet été, dans les 6 écoles, 53% de la surface sera désimperméabilisée, c'est-à-dire la nature retrouve sa place, des arbres seront plantés, des fleurs, des plantes choisies par nos espaces verts pour qu'il y ait aussi une appropriation en quelque sorte du cycle des saisons par les enfants des écoles de Chambéry. Cette année, j'espère qu'il y aura encore un plan de relance pour l'an prochain, parce que sur l'an prochain, nous avons d'ores et déjà arrêté une liste de 6 nouvelles écoles qui verront aussi leurs espaces extérieurs complètement remodélisés. Je vous le disais en titre, les alpages font partie de la culture savoyarde. Sans eux, nos paysages seraient bien différents. Mais entre manque d'eau, fréquentation des espaces naturels en hausse ou encore problématiques foncières, les menaces sont nombreuses. Et pour préserver ces milieux, le département de la Haute-Savoie poursuit sa politique de soutien aux différents acteurs du monde agricole. Victoria Lopez a suivi ce mardi matin une visite d'alpage au Salève. Reportage. La moitié du département de la Haute-Savoie est recouvert de forêts ou d'alpages. Les espaces pastoraux font l'objet d'une attention toute particulière. Et pour cause, sans ces troupeaux qui animent nos montagnes, les paysages ne seraient pas du tout les mêmes. Pour préserver cet héritage culturel et les retombées qui y sont liées, le département de la Haute-Savoie a consacré plus de 15 millions d'euros aux alpages depuis 1995. Des fonds notamment alloués aux infrastructures, comme ici dans cet alpage du Salève, propriété du département. Pour qu'il y ait de l'agriculture, il faut des sièges d'exploitation en fond de vallée, mais il faut aussi des sièges réhabilités et des exploitations qui soient en bon état. C'est ce qu'a fait le département ici, sur l'alpage des Convers sur le Salève. Et puis, il faut aussi de l'eau. Parce que pour qu'il y ait des animaux et pour qu'il y ait des alpagistes qui puissent rester en altitude, il faut qu'il y ait de l'eau potable. Donc il y a un investissement aussi très fort du département avec l'agence de l'eau pour qu'on fasse en sorte qu'il y ait des retenues qui soient faites, des poches d'eau pour que les sources soient préservées, pour que les périmètres de protection de l'endroit où il y a de l'eau soient mis en valeur. Ainsi, depuis 2018, le département, en association avec le syndicat mixte du Salève, l'association foncière pastorale et les communes avoisinantes, a mis en place un plan de gestion pour la préservation de la ressource en eau. Il nous est mis des contraintes sur nos travaux d'eau, notamment au niveau des bassins. On doit éviter la concentration des troupeaux. Pour ce faire, on doit multiplier le nombre de points d'eau. On doit mettre des bassins sur des sols plats et perméables pour qu'il n'y ait plus de labour autour des bassins, comme on voit couramment autour des bassins d'alpage. Et aussi, on doit, étant donné que c'est une montagne qui ne garde pas l'eau, qui n'a pas de source pour ainsi dire, on crée des impluviums pour stocker notre eau en période hors étiage et avoir de l'eau pour compléter l'eau des toits pendant la période estivale. Pour encourager les éleveurs à s'installer ou à continuer leur activité, le département peut aussi compter sur la Société d'économie alpestre, créée en 1927. Elle est au service des collectivités et des alpagistes, donc pour accompagner des projets de restructuration, de réinstallation laitière. On réinstalle du lait dans certains alpages.
C'est-à-dire qu'on rénove des bâtiments, on peut reconstruire une fromagerie, une salle de traite, reconstruire un logement de berger et pour pouvoir faire revivre des alpages. La SEA sensibilise aussi le grand public et veille ainsi à une bonne cohabitation des différents usagers des espaces pastoraux. Au total, l'alpage au Savoyard représente 59 000 hectares de terre, plus de 30 000 bovins, 32 000 ovins et 6 600 caprins. J'accueille à présent mes deux invités pour parler de l'association Nos Petites Étoiles, Séverine Butin, Arnold Bruguière. Bonsoir. Vous êtes respectivement conseillère municipale de La Biole et président de cette association Nos Petites Étoiles. Vous êtes là pour nous présenter un événement bien précis. Tout à fait. Ça s'appelle La Biole en or. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, comment ça va se passer très concrètement. Alors le samedi, ce sera plus une diffusion d'un film qui s'appelle Nos Mistral gagnants, suivi d'une conférence débat avec une chercheuse et un écrivain et la cofondatrice de Nos Petites Étoiles, et ainsi que d'autres associations qui s'occupent d'enfants à l'hôpital. Séverine, qu'est-ce qui vous a convaincu au conseil municipal de La Biole de vous associer à cette opération ? Alors moi-même, je suis aide-soignante à l'hôpital. J'ai travaillé 5 ans et demi en oncologie et en plus, on avait mis en place Octobre Rose l'année dernière. On a fait ça à petite échelle et en fait, on voulait aller plus loin, tout simplement. Et on a voulu mettre en lumière Septembre en or, qui n'est absolument pas connu. Arnold Bruguière, donc vous êtes président de l'association. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, la vocation, qu'est-ce que vous faites ? Alors en fait, l'association a été créée il y a 6 ans maintenant, en fait, à la suite du décès de mon fils, en fait, d'un cancer justement, ce qui fait qu'on est très très concerné par la cause. On a plusieurs axes, on fait des rêves d'enfants aussi, particulièrement en vol, on les fait voler en parapente, et on a un gros travail de sensibilisation sur les cancers pédiatriques. Comme le disait Séverine, c'est un sujet qui est un petit peu encore tabou. On aimerait à terme qu'on parle de Septembre en or comme on peut parler d'Octobre rose aujourd'hui. Parce que les chiffres sont quand même là pour parler en notre faveur, c'est-à-dire qu'il y a 2500 nouveaux cas de cancer chez les enfants de 0 à 18 ans en France encore aujourd'hui, et 500 décès, ce qui correspond à peu près à plus de 20 classes d'écoles qui disparaissent chaque année, et c'est pas acceptable pour nous. Donc l'idée aussi de Septembre en or et de La Biole en or, de cet événement, c'est de donner des vrais moyens à la recherche spécifique sur les cancers de l'enfant, qui ne sont pas des mini-cancers d'adultes. Il y a une recherche qui est bien particulière, et elle a besoin d'argent, elle a besoin d'énergie, elle a besoin que tout le monde se mobilise, de la base jusqu'à nos décideurs, pour cette cause essentielle. Justement, la recherche, où en est-elle aujourd'hui, en 2021, par rapport à ces cancers qui touchent les enfants ? Alors la recherche avance, on ne peut pas dire le contraire, la recherche avance, mais pas assez vite. Bien évidemment, il faut savoir qu'un chercheur aussi en ce moment en France passe 30 à 50% de son temps à chercher des financements, alors qu'il devrait chercher autre chose, je pense. Voilà. Manque de moyens, seuls 3% du budget national de l'INCa est attribué à la recherche spécifique sur les cancers de l'enfant. C'est évidemment pas suffisant pour avancer correctement. Donc voilà, on demande vraiment, maintenant, il faut que tout le monde se mobilise, qu'on sorte un peu les mains de nos poches et on y va, on avance tous, on a besoin de tout le monde. Et c'est pour ça on se mobilise tous avec, en tout cas pour l'instant, les élus de La Biole. Et on espère qu'il y aura un public nombreux, mais on sent qu'il y a ça commence à prendre. Voilà, on en parle un petit peu plus et on est confiant. Je pense que dans quelques années, on arrivera à sortir de cette situation qui est quand même assez dramatique. Quels sont les cancers les plus fréquents chez les enfants ? Est-ce qu'on sait ? Il y a beaucoup de leucémie. La leucémie, ça reste, et c'est paradoxalement aussi celui qui se guérit le mieux. Mais il y a une multitude de cancers. Je ne les citerai pas tous, il y en a tellement, puis je ne suis pas non plus médecin. Mais en tout cas, voilà, il y a des recherches spécifiques sur chaque cancer, ce qui demande vraiment beaucoup de mobilisation des chercheurs, beaucoup de moyens, etc. Donc c'est pour ça il faut vraiment qu'on passe la vitesse supérieure vraiment pour avancer. Séverine, donc rendez-vous pris le 4 septembre, c'est bien ? En tout cas, le week-end du 4 septembre. Ça va se passer où exactement ? À La Biole, donc c'est à 7 km d'Aix-les-Bains.
Qu'est-ce qui est prévu justement comme animation? Je sais qu'il y a plein de choses. Oui, tout à fait. Donc le samedi, j'en ai déjà parlé. Le dimanche matin, nous avons un run and bike. Donc c'est parents-enfants, plusieurs courses, du petit enfant qui est andrésienne jusqu'à l'adolescent, accompagné de leurs parents, évidemment. Ça, c'est le matin. Et là, après, à partir de midi, il y aura une restauration prévue sur place avec beaucoup d'animations. On a des sportifs qui viennent faire une animation boxe, des handballeurs qui viennent pour faire de l'initiation au hand. On a des jeux gonflables, on a Mickey qui vient. Enfin, on a beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes fixé un objectif de recette là, pour ce week-end? Non, on espère le plus possible. Voilà, le plus possible, mais on est assez confiant. On reçoit déjà beaucoup de soutien des entreprises locales. C'en est très surprenant. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de ce bouillonnement là qui commençait à venir. Ça y est, je pense qu'on avance. On avance vraiment, les gens se sentent vraiment concernés. Maintenant, quand on parle du cancer des enfants, on ne tourne pas la tête, on ne ferme pas les oreilles, on ne ferme pas les yeux, on en parle. Voilà, ça reste nos enfants, ce n'est pas le cancer des enfants, c'est le cancer de nos enfants et il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on sait déjà à quoi va servir l'argent qui sera récolté justement ce week-end précisément? Oui, tout à fait. Alors nous, toutes nos actions sont fléchées vers un collectif de chercheurs qui s'appelle React for Kids. En fait, c'est un collectif de chercheurs justement en oncologie pédiatrique avec un retour sur les investissements qui sont faits, sur les projets qui sont faits. Donc on saura exactement où va l'argent qui sera récolté donc le week-end du 4 et 5. On saura à quoi il servira, en tout cas de façon certaine, pour la recherche sur les cancers de l'enfant. On rappelle donc la date, le lieu? Le 4 et 5 septembre à la Biole. En espérant que ce soit le premier d'une longue série. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Vous le savez, les Jeux paralympiques d'été de Tokyo battent leur plein actuellement. À 6 mois des Jeux paralympiques d'hiver, cette fois de Pékin, l'équipe de France de ski handisport, elle, débute sa préparation physique par un stage sur une piste artificielle à Passy au sein du complexe Ski Indoor 4810. Les athlètes y retrouvent ainsi de vraies sensations, tout en perfectionnement sur différents aspects. C'est un reportage de Lucas Ruche. Glisser sur la neige en plein mois d'août, on s'y croirait presque, mais c'est bien sur une piste artificielle à Passy que l'équipe de France de ski handisport débute l'entraînement de sa saison hivernale. Principalement physique, l'objectif est aussi de retrouver des sensations sur les skis. Le fait de venir un peu sur les tapis comme ça, glisser, ça nous permet en fait de travailler un petit peu la préparation physique, mais une préparation physique qui va être spécifique au ski un petit peu, parce qu'on va retrouver quand même la gestuelle globale du ski alpin. Donc c'est vrai que nous, on l'oriente vraiment là-dessus. On essaie vraiment d'aller chercher à faire une préparation physique, c'est un stage de préparation physique avec du tapis, ce qui nous permet vraiment de se spécialiser un petit peu dans notre domaine. Dorénavant, l'équipe de France handisport réalise ici 1 à 2 stages par an, des entraînements spécifiques nécessaires au perfectionnement des athlètes. Ça fait partie de notre préparation. Moi, je connaissais pas ça avant d'intégrer l'équipe et c'est un petit plus. Je vois que je progresse sur les skis et je progresse ici aussi sur le tapis. Bon, on a des catégories, de la concurrence qui arrive aussi. Il y a aujourd'hui un réel niveau sportif sur les skis en handi aussi. Et donc du coup, pour aller gagner les centièmes, les secondes qu'il nous faut, il faut pousser un petit peu la barre, il faut travailler des choses différentes, aller chercher aussi un peu dans la nouveauté des nouvelles choses qu'on peut s'apporter. Et puis en fait, le tapis est aussi hyper exigeant et du coup fait vite ressortir les petits défauts, ce que la neige peut pardonner un petit peu. Et donc du coup, ça permet aussi de travailler sur ces défauts qu'on a et qu'on ressent vraiment sur le tapis. Responsable et coach au sein de la structure depuis ses débuts, Denis souhaite apporter tous les bénéfices de la technologie aux sportifs de haut niveau. Le ressenti, le travail technique, tout est accentué. C'est un laboratoire d'analyse. Il y a le miroir, il y a le ressenti de la personne, c'est filmé, on peut vraiment prendre le temps de décortiquer. On va mettre en action et en même temps en ressenti. La préparation des athlètes handisport se poursuivra par un retour à la compétition en décembre, avant de s'envoler en février 2022 à Pékin, là où les prochains Jeux paralympiques s'ouvriront. Et puis toujours en lien avec le sport, qu'ils soient médaillés olympiques ou encore champions du monde dans leur discipline, 3 sportifs de haut niveau se sont engagés avec l'armée ce lundi 30 août à Chambéry. Ils rejoignent ainsi la grande famille de l'équipe de France militaire qui compte déjà de nombreux athlètes de renom. Lucas Ruche s'est rendu sur place pour comprendre ce qui les a motivés à signer un contrat avec l'armée française. Les valeurs attendues, vous les connaissez mais je les rappelle, elles sont importantes. Vous allez commander, donc on veut des valeurs de meneur d'homme. Il faut de la rigueur, de l'exemplarité, du dépassement de soi. Parmi les signatures de futurs sous-officiers, 6 athlètes de haut niveau viennent de s'engager avec l'armée.
Ils rejoignent ainsi l'équipe de France militaire de ski composée de noms prestigieux comme Martin Fourcade, Tessa Worley ou encore Adrien Théo, des sportifs attachés aux valeurs de l'armée. Le but c'est de montrer l'armée sur les courses, de performer, de montrer toutes les valeurs de l'armée, donc que ce soit le dépassement de soi, la cohésion bien sûr, la camaraderie. Et puis d'amener la France au plus haut niveau. Donc voilà, moi c'est mon but. Et puis voilà, donc on n'est pas sur le terrain vraiment comme les militaires qui partent en opération extérieure, mais voilà, on essaie de le faire autrement. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. En charge de leur recrutement, le commandant Assédu sait qu'il apporte aussi une aide financière non négligeable pour ses athlètes. Mine de rien, quand vous avez un athlète à qui on paye tout, l'hôtel, l'inscription à la compétition, le déplacement, ça coûte déjà beaucoup d'argent. Mais on ne peut pas donner d'argent à l'athlète. Donc c'est finalement nous qui payons le petit polo avec notre salaire. C'est des petits salaires, hein, c'est le salaire de base d'un militaire, ça doit être de 1350 € à peu près. Voilà, donc c'est vraiment une aide. C'est une aide forte, hein, le sport français nous le fait remonter à chaque fois. Mais c'est finalement pour la France pas grand-chose. En signant un contrat avec l'armée, la snowboardeuse Julia Pereira, médaillée aux derniers Jeux Olympiques, réfléchit peut-être déjà à son avenir. Pour l'instant, le snowboard, c'est toute ma vie, mais je ne sais pas du tout où m'orienter plus tard. Et donc, du coup, oui, ça va clairement ouvrir les possibilités pour mon après-carrière. Outre leur carrière sportive, ces athlètes réaliseront de nombreux stages commando et participeront aux prochains Jeux militaires. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo avec Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle édition du journal sur 8 Mont Blanc.